Véronique Gueffremont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Véronique, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Vous êtes professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Vous êtes vraiment une spécialiste de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je commencerai peut-être par vous amener sur le terrain canadien, en fait. À quel moment est-ce qu'au Canada, on commence à protéger la culture dans les accords commerciaux? L'idée de protéger la culture dans les accords de commerce, elle est assez ancienne. Il y a des clauses culturelles qui figurent dans le GATT de 1947, donc l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le premier accord commercial multilatéral qui a été conclu entre une quarantaine d'États, contenait déjà des exceptions culturelles. Il y avait une clause pour protéger les quotas au cinéma, par exemple, ou encore une exception pour protéger les trésors nationaux. Donc, c'est une préoccupation ancienne. Le Canada était déjà là à l'époque à participer à ces négociations. La question de la protection de la culture dans un accord de commerce a ressurgi formellement dans les années 80 lorsqu'il y a une négociation qui s'enclenche entre le Canada et les États-Unis. Une négociation qui a mené au premier accord de libre-échange Canada-États-Unis. Il y a un risque qui est perçu à cette époque que les engagements que l'on va prendre, qui consistent à libéraliser le commerce des biens, des marchandises, pourraient contraindre le Canada à renoncer à certaines politiques qui sont déjà en place pour soutenir les industries culturelles. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que le Canada se referme sur lui-même en raison de cette négociation. Les produits américains sont déjà très présents sur le marché canadien. Pour le Canada, l'idée, c'est de se préserver un espace pour soutenir la culture et faire en sorte que les productions canadiennes puissent subsister, puissent continuer à être produites, à être diffusées, à être vues et entendues par la population canadienne. Alors, le seul moyen d'y arriver, c'est de continuer à soutenir la culture. Et pour ce faire, il faut exclure la culture de l'accord de commerce parce que les fondements du libre commerce limitent le droit d'un État de soutenir ses propres productions. Donc, à ce moment-là, à la fin des années 80, on réussit, en fait, à protéger efficacement la culture dans cet accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais en fait, on réussit à exclure les industries culturelles du champ d'application de cet accord. Donc, oui, on peut considérer que c'est un succès et que la volonté du Canada de préserver sa souveraineté canadienne l'a emporté. Et à quoi vous attribuez cette décision-là du Canada? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu dans tous les pays. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose de particulier au Canada qui fait en sorte qu'on arrive avec cette exemption-là? Je pense que le fait d'être voisin des États-Unis et le fait que ce soit justement avec les États-Unis que l'on négocie ce premier accord de libre-échange y est pour beaucoup. Les États-Unis, c'est un grand exportateur de produits culturels, des produits qui sont déjà extrêmement présents sur le marché canadien et québécois. Alors, pour le peu qui nous reste de part de marché, je pense que le Canada réalise qu'il se doit d'intervenir, qu'il se doit de conserver sa capacité de soutenir les industries culturelles. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'exclure les industries culturelles de la portée de cet accord. Est-ce que la mobilisation de la société civile, selon vous, a eu un rôle déterminant, si on veut, là, dans l'obtention de cette protection-là? Je ne suis pas certaine qu'à ce moment-là, la société civile, dans son ensemble, ait joué un rôle si déterminant. On est dans une époque, dans les années 80, où les négociations commerciales sont encore très secrètes. C'est certain qu'il y a un certain nombre d'organismes culturels qui sont informés de cette situation. Je pense surtout qu'il y a une volonté politique très forte. Le gouvernement en place à cette époque est vraiment déterminé à faire en sorte que les politiques culturelles puissent survivre et que le Canada puisse continuer à évoluer, à se doter de nouvelles politiques. Je pense que le rôle de la société civile interviendra un tout petit peu plus tard quand la multiplication de ce type de négociations surviendra. Et ailleurs, bon, on a parlé tout à l'heure du GATT et du fait qu'il y a déjà une quarantaine de pays quand même qui étaient protégés. Mais est-ce qu'on a assisté à ce genre de protection-là dans d'autres types d'accords? En fait, il y a assez peu de pays de sensibiliser à ces enjeux
en matière de libéralisation des échanges et impact sur les politiques culturelles. Il y a la France, bien entendu, qui va aussi adopter une position similaire dans le contexte de la réforme du système commercial multilatéral qui va survenir dans les années 80, début des années 90. Il y a un débat qui est soulevé à nouveau en ce qui concerne la protection de la diversité culturelle, la protection des politiques culturelles des États, parce que la réforme vise à étendre le système commercial aux services. Les services ne sont pas inclus jusqu'alors, ils deviennent pourtant une part importante du commerce mondial. Et la France va se lever avec d'autres pays de l'Union européenne afin qu'il y ait un statut particulier de réservé à la culture dans l'accord général sur le commerce des services. Et quelques autres États vont emboîter le pas, mais ça reste un petit nombre d'États à comparer à ce que l'on voit aujourd'hui dans l'ensemble des négociations qui se déroulent au niveau bilatéral, régional ou encore multilatéral. Quels sont les États qui n'ont pas peur, dans le fond, de libéraliser leur culture? Il y en a un certain nombre à cette époque et des États aujourd'hui qui regrettent peut-être certains engagements qui ont été pris. Effectivement, il y a une tendance au cours des négociations du cycle d'Uruguay, c'est cette période de 86 à 94, de la part d'États comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, l'Inde également, de prendre des engagements pour ouvrir leur marché à la concurrence étrangère dans le secteur des industries culturelles. Et les enjeux sont essentiellement dans le secteur de l'audiovisuel. Ce sont déjà des nations qui commercialisent très ouvertes sur le monde, mais il y a une volonté, il y a une acceptation de prendre des engagements qui entraîneront éventuellement l'impossibilité pour ces États de se doter de certaines politiques culturelles pour soutenir leurs propres industries. Et il y a une prise de conscience qui se fera par la suite et c'est ce qui va faire le succès de la Convention finalement. On va réaliser qu'il y a une renonciation au pouvoir d'intervenir dans le secteur de la culture lorsqu'on prend des engagements commerciaux et on va rechercher les moyens de créer un contrepoids à ces accords de commerce. C'est dans ce contexte qu'on se tourne vers l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle dit dans les grandes lignes, cette convention que l'on appelle souvent la Convention de 2005 de l'UNESCO? Alors, cette convention, c'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui poursuit, je dirais, 3 grands objectifs. Le premier, c'est de reconnaître la nature spécifique des biens et des services culturels. Nature spécifique, pour quelle raison? On dit qu'ils ont une double valeur. Ils ont une valeur, certes, économique. Et effectivement, ils font l'objet d'échanges, ils contribuent à l'économie, au développement économique des États, mais ils ont aussi une valeur culturelle. Ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens. C'est une phrase que l'on entend souvent maintenant, mais ce sont des mots qui sont utilisés dans la Convention. Et donc, à ce titre, ils méritent d'être traités différemment dans quelque négociation que ce soit, mais y compris, bien entendu, dans le contexte de négociations commerciales. Le deuxième, c'est pour les États de se reconnaître le droit d'intervenir en faveur des biens et des services culturels, des expressions culturelles, afin de protéger, promouvoir la diversité. Et ce pouvoir d'intervention, il est remis en question lorsqu'on s'engage dans une négociation commerciale. Alors, dans ce forum culturel, dans cette convention culturelle, on se reconnaît ce droit tout en sachant que cette reconnaissance pourra éventuellement avoir un impact sur les accords de commerce que l'on négociera ultérieurement. Et le troisième objectif, c'est de rééquilibrer les échanges de biens et de services culturels. Les statistiques le démontrent. Les marchés sont essentiellement occupés par des produits américains, que ce soit dans le domaine de la musique, de la télévision ou du cinéma, avec quelques exceptions, bien entendu. Et il y a une grande partie de la planète, des expressions culturelles provenant essentiellement des pays en développement, mais aussi d'autres territoires qui ne circulent pas sur les marchés mondiaux. Alors, il y a cette volonté de rééquilibrer les échanges et c'est pourquoi la Convention contient un important dispositif de coopération culturelle. Vous avez étudié plusieurs accords pour voir comment la Convention était traduite dans des clauses très concrètes. Est-ce que d'abord, on protège maintenant mieux la culture dans les accords de commerce depuis qu'on a cette Convention? On a jusqu'à présent étudié une centaine d'accords négociés et adoptés après
l'entrée en vigueur de la Convention. Et dans cette majorité d'accords, via différentes techniques, exception culturelle, exemption, ça peut être aussi par la voie de réserve ou d'engagement limité, il y a cette reconnaissance que les biens et les services culturels méritent un traitement particulier. Je pense que c'est une démonstration de l'impact qu'a la Convention dans le cadre de telles négociations, et on peut ajouter à cela aussi des références maintenant qui apparaissent à la Convention dans les accords de commerce, autre preuve de l'influence qu'a cette Convention sur la diversité des expressions culturelles sur les négociations commerciales. Quelle est la portée légale de la Convention? La Convention, c'est un traité, c'est un instrument juridique contraignant, de même valeur que les accords de commerce qui sont négociés par ailleurs par les parties à la Convention. Il y a des engagements qui sont très contraignants. On peut penser par exemple à l'article 16 de la Convention sur le traitement préférentiel, où là, les pays développés s'engagent à accorder un traitement préférentiel aux biens, aux services culturels qui proviennent des pays en développement ou encore à leurs artistes et professionnels de la culture. Une autre disposition contraignante qui est assez intéressante, c'est l'article 21, qui demande formellement aux États de promouvoir les objectifs et les principes de la Convention lorsqu'ils négocient dans d'autres forums. Ça inclut, bien entendu, la négociation d'accords de libre-échange. Est-ce qu'on commence à avoir une idée du succès avec lequel, dans le fond, les États remplissent leurs obligations, leurs devoirs en fonction de la Convention? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a de nouveaux modèles d'accords de libre-échange qui ont émergé suite à l'adoption de la Convention de 2005. Je peux donner l'exemple de 3 accords au moins de négociés par l'Union européenne avec de nombreux autres États, parce que ce sont des accords qui ont été négociés, par exemple, avec les États du CARIFORUM ou encore avec les États d'Amérique centrale, et qui contiennent les dispositions suivantes. D'une part, il y a une clause visant à exclure de la portée de l'accord de libre-échange tous les services audiovisuels. Mais d'autre part, il y a en annexe un protocole de coopération culturelle qui met en œuvre directement certaines dispositions de la Convention en matière de coopération, et notamment la clause de traitement préférentiel. Alors, ce sont des modèles très nouveaux. Ces protocoles utilisent les définitions de la Convention. Ils font d'ailleurs référence explicitement à la Convention de 2005 et ils permettent à l'Union européenne de remplir ses engagements vis-à-vis de pays en développement. Mais si je ne m'abuse, cette question, par exemple, du traitement préférentiel, on la retrouve pas encore beaucoup dans les accords commerciaux. C'est un engagement qui n'est pas encore pleinement mis en œuvre. C'est un engagement contraignant. Alors, il y a matière ici, éventuellement, pour les pays en développement, d'utiliser des négociations commerciales pour formuler des demandes à l'endroit de leurs partenaires commerciaux, également partis à la Convention, qui se sont engagés à accorder de telles préférences. Et qu'est-ce qu'une organisation, par exemple, de la société civile, comment elle pourrait utiliser cette convention-là au-delà d'un exercice de plaidoyer? Il faut que la société civile soit en mesure de documenter auprès de l'État une certaine réalité du terrain, réalité que les organismes culturels connaissent mieux parfois que les décideurs. Alors, je pense qu'avant de parler d'utilité, je pense qu'il faut parler de responsabilisation de la société civile qui doit mener des diagnostics, saisir les besoins, bien transmettre l'information aux États sur les menaces éventuellement qui planent sur la diversité des expressions culturelles pour, ultimement, être en mesure de formuler les bonnes demandes. Quelle politique, quelles mesures devraient éventuellement être adoptées par les États pour soutenir certains secteurs de l'industrie où il y a une menace qui plane sur la diversité des expressions culturelles? Et les États, eux, doivent aussi consulter la société civile pour mettre en œuvre cette convention-là. Donc, il y a une responsabilité de la société civile, mais il y en a une aussi des États d'interpeller cette société civile-là et de la consulter pour l'élaboration de politiques culturelles, mais aussi dans le cadre de négociations commerciales, j'imagine. Absolument. C'est même un engagement des États partis à la Convention d'impliquer la société civile dans ses actions, dans les actions des États en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est l'article 11 qui en parle. Alors, l'article 11 a une double vocation. Il reconnaît le rôle de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, mais engage aussi l'État à faire participer la société civile dans l'élaboration, dans les efforts qu'il déploie pour atteindre les objectifs de la Convention.
Et vous l'avez dit, ces objectifs, ils sont poursuivis au niveau interne, dans le domaine de la culture, mais ils doivent aussi être poursuivis dans les autres forums de négociation internationaux, et on revient à nouveau sur le terrain du commerce. Je pense que là, il y a une responsabilité des États de consulter, d'écouter aussi les demandes formulées par la société civile. Tout à fait. On a, je crois, à ce stade-ci, 145 États qui ont ratifié la Convention en plus de l'Union européenne. Donc, c'est beaucoup, mais en même temps, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas ratifié cette Convention-là. Est-ce qu'elle a la même importance aujourd'hui, en 2019, qu'en 2005 ou en 2007, disons, quand on a commencé à ratifier cette Convention-là? Elle a encore la même importance, et le nombre de parties est tout de même considérable, parce que c'est un instrument qui est relativement jeune et les ratifications se sont faites à un rythme extrêmement rapide. Effectivement, bon, l'UNESCO compte, je crois, 193 États membres, donc il y a encore une marge de progression possible. Quant à savoir, est-ce que la Convention est encore utile aujourd'hui? C'est une excellente question, parce que c'est vrai que le contexte dans lequel évoluent les industries culturelles a tout de même relativement changé depuis l'époque de la négociation de la Convention. Et on peut penser à l'essor des technologies numériques dans le champ des industries culturelles, technologies numériques qui ne sont pas en tant que telles mentionnées dans le texte de la Convention. Mais les parties, depuis un certain nombre d'années, les parties à la Convention s'intéressent à ce sujet. Ils ont depuis longtemps statué sur la neutralité technologique de la Convention, c'est-à-dire qu'elle est applicable, quelles que soient les technologies, quel que soit l'environnement dans lequel il y a une production, une création, production, diffusion ou accès à des expressions culturelles. Et il y a lieu aujourd'hui pour les États de se questionner sur la manière d'intervenir en faveur de la diversité dans l'environnement numérique. Je dirais que c'est un des grands enjeux du moment, mais qui démontre aussi la grande pertinence de la Convention, parce que les objectifs et les principes que l'on a formulés il y a 15 ans maintenant sont encore tout aussi valides. On voit de plus en plus apparaître dans les accords commerciaux des chapitres sur le commerce électronique. On a même là une éventuelle négociation qui pourrait démarrer à l'OMC sur le commerce électronique. Est-ce que ça, ce serait l'enjeu émergent principal, disons, pour le secteur culturel? Absolument. Quand on pense à ce qui se fait en matière de commerce en ce moment, la tendance est effectivement d'incorporer dans les accords de libre-échange des engagements, un chapitre sur le commerce électronique. Et le souci en ce moment, c'est que les États ne sont peut-être pas suffisamment prudents et ne sont peut-être pas suffisamment alertés sur l'impact de tels engagements en matière de commerce électronique sur le secteur de la culture. L'approche en matière de commerce électronique, elle est différente puisqu'on n'évoque plus la question de la culture, on ne parle plus d'audiovisuel, on ne parle plus de livres, on parle de produits numériques. Or, il faut s'intéresser à la définition des produits numériques, puisque c'est une définition extrêmement englobante qui renvoie à tout texte, image, vidéo ou son sous encodage numérique. Évidemment, tout ce qui est production culturelle est visé par cette définition. Alors, on revient à la case départ. Si on prend des engagements en matière de commerce électronique sans se soucier des impacts possibles sur notre culture, nos politiques culturelles, on renonce à notre pouvoir d'intervention et notamment pouvoir d'intervention sur les plateformes de diffusion de contenu culturel, vidéo, musique en streaming. Et concrètement, qu'est-ce qui pourrait y avoir dans ces dispositions-là qui nous empêcherait de continuer à protéger notre culture? Il faut revenir au fondement des accords de libre-échange. Les accords de libre-échange reposent sur deux grands piliers, l'accès au marché et la non-discrimination. Bon, l'accès au marché, c'est peut-être moins pertinent dans un contexte de commerce électronique parce que tous les États s'entendent pour dire qu'il ne doit pas y avoir d'application de tarifs douaniers, par exemple, dans l'environnement numérique, ce qui serait une restriction à l'accès au marché. Et il ne doit pas non plus y avoir de restrictions quantitatives. Or, dans le numérique, il y a très difficile d'établir des restrictions quantitatives, c'est-à-dire empêcher les produits de rentrer, de pénétrer un territoire. L'autre principe, par contre, il est important, c'est le principe de non-discrimination qui passe par l'application de deux règles
dans un jargon commercial qu'on appelle la règle du traitement de la nation la plus favorisée et la règle du traitement national. Or, celle qui nous préoccupe en particulier, c'est la règle du traitement national. Pourquoi? Parce qu'elle interdit les États de discriminer en faveur de sa propre production culturelle, ses expressions culturelles, ses films, ses producteurs, ses artistes et ses créateurs. Alors, quand on applique le principe de non-discrimination au commerce électronique, on renonce d'une certaine façon à un certain type d'intervention en faveur de nos expressions culturelles qui sont maintenant accessibles via les plateformes que l'on retrouve dans l'environnement numérique. On est en train de faire la révision de plusieurs lois très importantes au Canada. C'est aussi le cas dans d'autres pays concernant le secteur culturel. Par exemple, ici, on révise la loi sur la radiodiffusion et la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. On demande à ce qu'il y ait des exigences de mise en valeur des contenus canadiens sur les plateformes auxquelles accède de façon croissante la population canadienne. Je comprends qu'avec une clause comme ça, on ne pourrait pas exiger qu'il y ait une mise en valeur des contenus parce qu'ils sont canadiens et même qu'ils soient présents sur les plateformes? C'est difficile de statuer sans texte parce que on dit souvent le diable est dans les détails, donc il faut voir la façon dont les clauses sont rédigées. Chose certaine, lorsqu'on parle de mise en valeur de certains contenus, des contenus d'une certaine origine, les contenus nationaux, sur des plateformes, donc qui diffusent dans l'environnement numérique, effectivement, on fait référence à une forme de traitement plus favorable qu'on l'on souhaiterait réserver ou imposer à nos expressions culturelles, à notre production culturelle. Et on peut présumer qu'il y aurait possibilité que de telles mesures soient jugées discriminatoires. Or, c'est l'enjeu du moment. C'est ce qui intéresse les États en ce moment qui ont déjà des politiques culturelles fortes, comme la France, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont aussi en train d'examiner ce qui peut être fait en la matière, comment favoriser la découvrabilité de nos contenus culturels dans l'environnement numérique qui, à défaut d'une forme d'intervention, peuvent tout simplement être noyés, compte tenu de la masse d'expressions culturelles qui circulent. On assiste actuellement à la volonté de vouloir encadrer légalement l'environnement numérique pour continuer de façon nationale à protéger ou promouvoir les expressions culturelles. Et d'un autre côté, on s'engage dans des négociations où on va s'empêcher de protéger avec des lois, avec des instruments nationaux, nos industries culturelles. Donc, c'est là que l'exemption devient si importante, j'ai l'impression. Effectivement, là, il y a une manifestation là, de l'interaction qui existe entre les politiques que l'on adopte pour poursuivre des objectifs d'ordre culturel et éventuellement l'impossibilité d'adopter, de mettre en œuvre de telles politiques compte tenu de nos engagements commerciaux. Par définition, nos politiques culturelles, elles visent à soutenir nos expressions culturelles, nos artistes, nos producteurs, nos créateurs. Or, c'est une forme de discrimination dans un langage commercial. Et si on ne prend pas les précautions qui s'imposent pour préserver ce pouvoir d'intervention comme nous l'autorise, comme on s'est reconnu ce droit dans le cadre de la Convention, à ce moment-là, nos engagements pourraient faire en sorte qu'un jour, nos politiques soient considérées comme illégales avec nos engagements commerciaux et qu'il y ait ultimement des représailles qui soient prises par nos partenaires commerciaux. Et il y a des risques de représailles, donc? C'est la dynamique des engagements internationaux. Lorsqu'on a des engagements, il faut les respecter. À défaut, on engage notre responsabilité internationale. C'est le cas de nos engagements au titre de la Convention. C'est aussi le cas de nos engagements en matière de commerce. Le Canada en a déjà subi l'expérience puisque on se souviendra de la célèbre affaire sur les périodiques opposant les États-Unis au Canada dans les années 90, une affaire dans laquelle des politiques culturelles canadiennes de soutien au secteur de l'édition ont été contestées par les États-Unis. Les États-Unis ont obtenu gain de cause. C'est un différend qui se déroulait devant l'Organisation mondiale du commerce et les politiques canadiennes ont dû être changées. Quelle est la mission que s'est donnée la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles? Plusieurs missions. On opère une veille depuis de nombreuses années, vous l'avez dit un peu plus tôt, des clauses culturelles qui sont négociées, qui sont incorporées aux accords de libre-échange. Nous avons répertorié une centaine d'accords et nous sommes en train de concevoir une base de données
afin de rendre accessible cette information à d'autres chercheurs, afin que les recherches sur le sujet se multiplient. Mais au-delà des chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement d'influencer les décideurs, les négociateurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est pourquoi la Chaire est aussi en train de concevoir un guide de négociation des clauses culturelles dans les accords de commerce. C'est une initiative qui est soutenue par le gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales et le ministère de la Culture. Et notre idée, c'est d'offrir un outil, de vulgariser cette matière qui est somme toute très technique, qui est souvent maîtrisée exclusivement par des experts du commerce, et de rendre accessible ce langage, ces outils de réserve, d'exception culturelle à des personnes éventuellement qui pourraient être impliquées dans des négociations commerciales. Et l'idéal, c'est que cet outil serve non seulement aux négociateurs commerciaux, mais aux spécialistes de la culture, aux organisations de la société civile, afin qu'elles puissent intervenir dans la négociation, formuler des demandes et éventuellement obtenir des clauses culturelles permettant de préserver le pouvoir d'intervention de l'État. Quand vous regardez, peut-être en terminant, le monde, est-ce que vous avez des inquiétudes dans certaines régions? Mon inquiétude ne concerne pas une région en particulier, mais plutôt la dynamique du moment. Dans le cadre de négociations commerciales où le bilatéralisme domine par rapport au multilatéralisme. Lorsqu'on négocie un accord de commerce avec les États-Unis, la possibilité d'obtenir ce que l'on souhaite en matière de protection du pouvoir d'intervention de l'État dans la matière de culture, elle est somme toute assez faible parce que les États-Unis ont des intérêts en tant qu'exportateurs de produits culturels extrêmement élevés et ils ne sont pas prêts, en tout cas, ils ne cèdent pas facilement de terrain. Donc, ma préoccupation, c'est plutôt celle-là. Et je souhaite ardemment qu'on soit capable de revenir à des négociations multilatérales, et compte tenu des 145 parties à la Convention, sachant qu'il y en a 160 quelques à l'OMC, on peut espérer là, qu'il y ait une coalition considérable d'États qui se positionneront en faveur de la reconnaissance du statut particulier des biens et des services culturels dans les négociations commerciales, y compris dans le cadre d'éventuelles négociations sur le commerce électronique qui pourraient être relancées au cours des prochains mois ou des prochaines années à l'Organisation mondiale du commerce. Elle est là ma principale préoccupation. Par ailleurs, il est clair que les pays en développement ont historiquement été moins sensibilisés à l'importance de préserver leur pouvoir d'intervention en culture et ce sont souvent eux qui ont cédé à la pression de partenaires commerciaux plus puissants et qui ont libéralisé leur secteur des industries culturelles. Alors, mon souhait, c'est qu'à travers les organes de la Convention, le mécanisme de la Convention, il soit de plus en plus sensibilisé à l'importance de formuler des réserves, des exceptions pour protéger leur secteur aussi des industries culturelles. À suivre. Véronique Guevremont, merci beaucoup pour cette entrevue. Avec grand plaisir. Merci.